Bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre présence ce midi. Bienvenue au webinaire pour parler de l'autonomie et ses soutiens. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence de gens un peu partout à travers le Québec, donc Bas-Saint-Laurent, Estrie, Gaspésie. On est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je me présente rapidement, je suis Sophie Coulombe, je suis professionnelle de recherche au CREMIS. J'ai fait partie de l'équipe du projet SRA, ainsi que Laurence Roy, chercheur au CREMIS également, professeur à l'école d'ergothérapie de McGill, et Christopher McCall, chercheur au CREMIS également et professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal. Rapidement, avant de commencer, je rappelle que le webinaire a lieu dans le cadre du projet SRA, développement d'une approche en accompagnement résidentiel au Québec. Dans l'équipe de recherche, il y avait également Nancy Keys, infirmière clinicienne, et Marie-Josée Doucet, praticienne chercheur en travail social. Elle est peut-être en ligne, d'ailleurs, on la salue. Ensuite de ça, dans le fond, rapidement, pour vous remettre un peu dans le bain, le projet de recherche, le projet SRA, dans le fond, ça a été, entre autres, une collecte de données dans 11 régions du Québec, dans lesquelles on a fait des entretiens individuels auprès de personnes accompagnées et auprès d'intervenants, intervenantes, et aussi des personnes soit en direction ou en gestion d'organismes, et en regroupement également, en représentation. C'est ça, je pense que je n'oublie rien. Aujourd'hui, donc, on va... Ah oui, petite parenthèse, le webinaire précédent est d'ailleurs en ligne. Si jamais il y en a parmi vous qui n'étaient pas présents, vous pouvez aller le regarder, ainsi que les autres d'avant aussi sont sur le site du CREMIS. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'autonomie et ses soutiens. Comme c'est le cas des autres webinaires, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter les expériences des personnes accompagnées et de les mettre en dialogue avec les différentes pratiques. Évidemment, tout au long du webinaire, on va commencer par une présentation de Christopher qui va parler environ 20 minutes, suivi peut-être d'une courte période de questions, puis on va enchaîner avec Laurence qui va faire un retour sur, qui va élargir en fait au niveau des connaissances. Je vous invite évidemment à poser vos questions. Vous pouvez les écrire soit dans la section chat, soit dans la section questions. Vous pouvez les écrire n'importe quand pendant le webinaire. On va essayer d'y répondre au moment opportun. Puis sinon, qu'ils n'ouvrent pas, à la fin, on prévoit aussi une période de questions. Donc, ça ferait le tour. Hein? Ouais, vous serez prêt à commencer. Christopher? Oui, donc l'autonomie, l'autodétermination, donc c'est un principe qui est au centre de l'approche SRA et de l'approche aussi logement d'abord. C'est pas évident et je vais expliquer dans un premier temps pourquoi, juste avant d'arriver aux passants, en tout cas tel que je le vois. La question de l'autonomie est au cœur de l'histoire des inégalités sociales et fait partie aussi des revendications classiques et historiques de beaucoup de groupes sociaux, de populations qui se voient dépourvus de cette autonomie-là. Et les populations qui sont susceptibles d'être suivies par la SRA, c'est des populations qui sont particulièrement vulnérables, particulièrement susceptibles d'avoir des problèmes de reconnaissance de leur autonomie. Peut-être la première chose à penser, c'est que l'autonomie est fortement associée à la question d'un statut de minorité. Et l'exemple classique, c'est des jeunes en bas de 18 ans qui sont en droit, sont des minoritaires. Il y a des gens qui décident pour eux, il y a des gens qui les représentent en droit, c'est classique. Et le passage à la vie d'adulte, c'est un passage historiquement d'un statut de minoritaire à un statut de majoritaire où on assume ses choix, ses décisions. Alors, quand on parle de population minoritaire dans l'histoire, c'est à partir de cet exemple-là. Donc, c'est des populations qu'on ne reconnaît pas dans les faits d'autonomie. Cas classique, par exemple, les femmes, l'histoire des rapports hommes-femmes, c'est l'absence d'autonomie des femmes, ça fait partie de l'histoire de ces rapports-là. Statut de minoritaire, d'être traités comme des enfants. Même chose dans le monde colonial, population colonisée, régulièrement, donc on ne reconnaissait pas leur autonomie, ça allait de soi parce que les colons s'imposaient souvent leur
leurs droits. Et puis, même dans certains cas, comme au Canada, on identifie des populations colonisées comme les autochtones, comme des enfants dans les textes de droit, puis l'État prenait des décisions à leur place. L'autre chose qu'il faut dire, que dans l'histoire de l'État social qui nous intéresse, les services publics, l'État social, l'État-providence, dans l'histoire de cet État-là, à ses début du XXe siècle, il y avait une présence forte d'une sorte d'élite bien pensante, des gens éduqués, parfois de statut social assez élevé, qui se donnaient un peu le droit de penser cet État social sur la prémisse que les populations, les pauvres, les marginaux, n'étaient pas en mesure de penser pour eux-mêmes, ne comprenaient pas vraiment la situation. C'est très clair, c'est très présent. Et malheureusement, cette tendance-là s'est accentuée après la Deuxième Guerre avec l'État plus technocrate, où on a vraiment consacré l'idée que dans une société complexe comme la nôtre, les populations les plus sujettes aux inégalités sociales, c'est les gens qui les comprennent le moins. Et donc, ça prend des experts qui vont conseiller l'État pour amener des réponses techniques à des problèmes sociaux qui sont conçus sur le plan technique. Tout ça, évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'autonomie des populations concernées. Et puis l'autre chose, c'est qu'actuellement, avec la présence de plus en plus forte de cette vision technocrate, on met beaucoup sur la responsabilité individuelle des personnes pour leurs propres problèmes. Donc, c'est une sorte de, on dit en anglais un catch-22, c'est une sorte de problème où tu es vu comme étant responsable de tes propres problèmes, mais n'ayant pas les savoirs nécessaires pour bien y répondre. Donc, c'est un problème et l'expérience de différentes populations nous le disent. Alors, si on revient à des populations qui nous intéressent, qui sont susceptibles d'être suivies en SRA, c'est dans la majorité des cas des populations où l'autonomie a été particulièrement touchée et remise en question et non reconnue. Par exemple, des femmes qui ont vécu une situation d'itinérance, qui ont vécu depuis parfois des années des rapports de domination auprès d'hommes, et donc où l'autonomie a été sévèrement affectée. On peut penser aussi des jeunes qui ont passé par les centres jeunesse, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont passé par les centres jeunesse où il y a un encadrement très fort, une autorité très présente et qui peut avoir peu de possibilités de développer leur autonomie quand ils vont sortir à 18 ans. Il y a la population sur l'aide sociale et dans les populations qu'on fait depuis des années avec ces populations, il y a cette plainte constamment qui sont traités comme des enfants, qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions, que le fait même qu'ils soient sur l'aide sociale, ça témoigne du fait qu'ils ont pris les mauvaises décisions dans le passé. Et le système est très orienté vers l'idée qu'il faut prendre des décisions à leur place. Santé mentale, c'est une histoire comparable. Donc, tout le rapport à la psychiatrie qui prend et toute cette espèce de vision des gens comme étant pas capables de prendre la propre décision. Donc, la psychiatrie va prendre des décisions à la place à travers un diagnostic. Population vieillissante, c'est peu le même problème. Donc, on voit la population vieillissante comme n'étant pas vraiment en mesure de continuer à assumer son autonomie. Et pour terminer sur les gens qui ont vécu une situation d'itinérance, et dans le projet sur ces questions, comme ici, assez souvent, les gens se plaignent de leur manque d'autonomie dans le quotidien. Donc, une apparence de liberté, on peut circuler sur la place publique, mais le moment qu'on rentre, par exemple, dans un refuge, refuge classique en tout cas, zéro autonomie, en tout cas très peu. Donc, il y a des heures fixes pour se coucher, pour dormir, pour manger, il faut partir d'une telle heure, revenir à une telle heure. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autonomie là-dedans. Alors, évidemment, il y a des gens qui vivent plusieurs de ces identités en même temps. Alors, quand on parle de l'orientation fondamentale de l'État et de ses programmes, il y a une certaine construction ou renforcement du statut minoritaire de ces populations et la non-reconnaissance de leur autonomie. Alors, quand on dit que la dimension principe fondamental de l'approche SRA, c'est de reconnaître l'autonomie des populations, c'est quand même assez radical comme position par rapport à ce que ces populations-là vivent déjà. Il faut passer d'un vœu pieux à quelque chose qui a une reconnaissance réelle. Donc, c'est un grand saut. C'est un grand saut parce que ça remet en question directement des inégalités sociales historiques, classiques, très présentes. Donc, je crois qu'il faut faire attention. On ne peut pas faire attention, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut faire comme ça. Donc, comment les personnes qu'on a rencontrées parlent de ces enjeux-là? Comment les personnes accompagnées
parle de cette devoir, cette exigence, cette volonté de reconnaître leur autonomie et comment les personnes qui accompagnent vivent cette reconnaissance-là, vivent cet accompagnement qui est fondé sur le principe d'économie. Donc ça, c'est mon prochain point, c'est de regarder ce que les personnes nous ont raconté. Donc, le deuxième moment de cette présentation, c'est sur les personnes accompagnées. Et là, quand on regarde les entrevues qu'on a fait, il y a différentes manières de parler de cette question de l'autonomie. Globalement, donc, il y a une volonté de devenir autonome. On pourrait dire que ça fait partie aussi de l'histoire de l'humanité, la volonté d'être autonome, de devenir autonome, de vouloir prendre ses propres décisions. Dans certains cas, puis je reviendrai là-dessus, sur ces thèmes après, donc il y a le thème de la fierté, de pouvoir prendre ses décisions dans la vie quotidienne, d'avoir cette possibilité-là. Le mot utilisé est fierté, je reviendrai là-dessus. Mais il y a également un sentiment de manque de confiance par rapport à ce qu'on aurait vécu auparavant. Expérience difficile, contexte problématique, mauvais choix, on reviendrait là-dessus donc. Et l'idée que donc on peut bénéficier des conseils des personnes qui accompagnent pour prendre des meilleures décisions. Ça soulève la question de jusqu'à quel point on ne deviendrait pas dépendant des personnes qui nous accompagnent pour prendre ces décisions-là. S'ils sont mieux placés pour prendre des décisions que nous, mais pourquoi s'arrêter finalement que d'avoir recours à leur conseil? Et donc, quelques commentaires de ce type-là. Et certaines personnes aussi qui voudraient sortir d'une relation d'accompagnement qui est jugée trop encadrant, finalement, qui voudraient avoir plus d'autonomie dans cet accompagnement, et d'autres qui se plaignent de ce qu'ils auraient vécu dans certains centres d'hébergement, par exemple, où ils vont nous dire que bon, il n'y a quasiment pas d'autonomie dans ces centres-là. Alors, différentes perspectives, différents points de vue. On va revenir là-dessus dans l'ordre. Question de la fierté pour commencer. Il y a des gens, par exemple, il y a une personne qui nous a dit que pour elle, c'est comme la première fois de sa vie qu'elle se sent autonome dans un accompagnement de type SRA qu'elle vit, en tout cas de l'accompagnement qu'elle vit. Et donc ça, c'est très parlant par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est quelqu'un qui a probablement vécu un ensemble de rapports difficiles à travers sa vie, puis elle n'a jamais vraiment ressenti cette possibilité de vivre pleinement sa propre vie telle qu'elle souhaite le vivre et prendre ses décisions. Et donc, c'est une surprise d'arriver dans un rapport où elle peut être autonome. Et puis, donc, on va parler, par exemple, quelqu'un va dire que elle est fière de payer ses propres factures, payer Hydro-Québec, payer le loyer, d'avoir cette possibilité-là. Et puis un autre va insister sur le fait que c'est elle qui prend ses décisions. Donc, même si elle est accompagnée, même si elle apprécie cet accompagnement-là, elle veut dire c'est moi qui prends les décisions. Cette personne n'a jamais pris de décision à ma place. Alors, il y a cette position-là qu'on retrouve chez certains, une sorte de fierté, une certaine surprise. Oui, un accompagnement qui dit, mais prenez vos propres décisions. Et puis, la personne est dans une situation qui le permet. Mais il y a cet autre cas de figure, des personnes qui disent manquer de confiance par rapport à cette prise de décision. Donc, par exemple, un homme qui va dire que j'ai toujours pris des mauvais choix. Souvent, j'ai pris des mauvais choix dans ma vie. Et dans les faits, c'est là que je me suis ramassé dans des situations problématiques. Et il va utiliser le terme, par exemple, c'est mon impulsivité. Je ne fais pas des choix ordonnés. Et lui, il va dire que être accompagné, ça l'a beaucoup aidé, dans les faits, pour mettre de l'ordre un peu dans sa vie et dans ses choix. Et il va dire que dans les faits, j'ai fini par écouter quelqu'un pour la première fois de ma vie. Donc ça, c'est intéressant. On peut voir le personnage en arrière. C'est quelqu'un ici qui a dit qu'il est dans des milieux qui avait peur de certains... Donc, c'est un milieu problématique, peut-être un peu dangereux pour lui. Donc, il y a des contraintes qui poussaient dans certaines directions. Alors, il y a très présent dans les entrevues avec les personnes accompagnées l'idée de l'importance d'un soutien à la prise de décision, que c'est quelque chose d'assez gros pour assumer tout seul.
il y a différents types de soutien dont on parle. Il y a un homme, par exemple, qui ne prend plus ses médicaments et qui va nous dire en entrevue qu'à un moment donné, son intervenant, souvent les gens parlent de mon intervenant ou mon intervenant, qui l'accompagne, a dit « Chris, prends tes pilules. Bon. Sinon, qu'est-ce que je fais là? Alors, tout de suite après, il dit, mais il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, il n'a pas dit ça de même. Bon, il s'est permis, peut-être justement, il a dit ça de même, en tout cas, il ne voulait pas que ça soit enregistré peut-être, mais c'est peut-être pas comme ça qu'elle a verbalisé comme tel, mais c'est quand même ça qui m'a permis donc de recommencer à prendre mes pilules. C'était comme un sorte de... C'est là qui lui a permis de reprendre un peu de voir finalement que ses choix, dans ce cas-là, ce n'était pas très sensé. Et que c'est important pour lui de reprendre ses médicaments. Un autre exemple qui est intéressant, c'est la question des fiducies. Alors, les fiducies, c'est très bien vu, c'est intéressant, les fiducies, les gens sont très rassurés. Un homme va en parler, il dit, écoute, je suis suivi par quelqu'un dans une fiducie, bon, c'est une femme qui paye mes factures, l'électricité, pour moi, paye le loyer. Elle divise mon revenu mensuel en 4 et puis elle me verse ça une fois par semaine et puis c'est parfait, c'est parfait comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est sorti de 7 ans en situation d'itinérance et qui, comme beaucoup, n'avait pas l'habitude de gérer ces factures-là et ça l'aidait beaucoup. Bon, on peut se poser la question, évidemment, à moyen terme, à long terme, est-ce que ce type de rapport à une fiducie aide ou aide pas à ce cheminement vers l'autonomie? Est-ce qu'on peut se trouver un certain confort là-dedans, dans les faits, une certaine routine, une certaine habitude, si tu veux? Puis on peut se poser la question tout en reconnaissant l'importance que ça soit présent. Un autre exemple, c'est de sortir des institutions. Alors, dans tous nos projets, puis dans ce projet ici, quand les gens sortent d'une institution, ça pose des problèmes particuliers. On a vu avec les centres jeunesse et les jeunes tout à l'heure, mais ça peut être un hôpital psychiatrique, un hôpital régulier, ça peut être différents types d'institutions. Et là, tout d'un coup, quelqu'un sort d'une situation très, très encadrée et puis se trouve tout d'un coup devant une sorte de, pas un devoir, mais une attente d'autonomisation. Et une femme, par exemple, va dire que ça l'inquiétait pas mal, elle sortait d'une thérapie et puis elle était bien contente de savoir qu'elle pouvait continuer donc d'être suivie et elle suivre son cheminement. Je pense que c'est à elle de continuer à suivre son cheminement en étant supervisée. Donc, le terme qu'elle utilise, c'est supervisé par quelqu'un. Tout ça pour dire que dans ce rapport de conseil de soutien, donc il y a des zones ambiguës quand même. On peut se demander, il y a des gens qui ont réellement besoin de ce soutien pour faire le passage, ou peut-être à plus long terme, dans certaines conditions. Mais on peut se demander à quel moment est-ce que la personne qui accompagne finit par prendre trop de place. Dans un cas, il y a une femme qui a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie et son intervenante, la personne qui accompagne, occupe une place vraiment centrale dans son quotidien. Donc, ils vont se rencontrer le lundi, ils vont planifier la semaine, elle va fixer les rendez-vous, elle va peut-être l'accompagner au rendez-vous, etc. Donc, elle est très présente. Et puis, la femme, à un moment donné, j'ai délégué finalement j'ai délégué mes responsabilités à elle, parce que moi, je suis plus capable de gérer mon quotidien. Alors, on peut dire que c'est probablement, effectivement, le cas qu'elle a eu beaucoup de difficultés et n'a pas cette capacité de gérer. Mais là aussi, on peut se poser la question, dans un cas comme ça, l'intervenante est complètement, en tout cas, qui est perçue comme étant très, très dévouée, très présent. Est-ce qu'il y a un risque, en effet, de ne pas aller, en tout cas, que l'intervenante devient trop chargé à un moment donné avec cette responsabilité-là? On avait des questions là-dedans. Un autre exemple, et puis on tire à la fin sur les personnes accompagnées, c'est un homme qui se trouve trop encadré, donc qui est reconnaissant que son intervenant, qu'il appelle, l'a aidé à se rendre jusqu'il est, sortir de son quartier d'origine et de ses rapports un peu problématiques dans ce quartier-là. Mais là, il dit qu'il trouve une fois par semaine, c'est l'exigence de son programme SRA, être visité par son intervenant chez lui. Il commence à trouver ça un peu trop.
Et puis il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça une fois par, ça serait bien de faire ça une fois par mois, plutôt qu'une semaine. En même temps, il est reconnaissant. Dernier exemple, c'est effectivement quelqu'un qui est en centre d'hébergement qui dit que, bon, tu restes quasiment ta vie en entrant là, finalement. Tout est contrôlé, les médicaments, tout est contrôlé, en fait. Et puis, j'avais crissement hâte de sortir de là. Moi, je cite, hein, j'avais crissement hâte de sortir de là et de retrouver une certaine liberté. Et puis, quelqu'un qui parle aussi de la liberté dans ce genre de contexte, liberté qu'il aurait connue à la rue. Alors, c'est quand même assez intéressant. Liberté dure, compliquée, mais parfois, les gens font ce lien-là. Conclusion, donc, pour les personnes accompagnées, il y a, je pense, clairement une sorte de congruence, une compatibilité entre la volonté d'être autonome, de devenir autonome, et l'orientation du projet SRA et l'approche Housing First qui vise beaucoup l'autonomie comme objectif fondamental. En même temps, pour certains, donc c'est variable. Il y a des gens qui sont un peu moins en confiance par rapport à cet objectif que d'autres et un peu plus craintifs en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, le problème, dans le fait, ce n'est pas de vouloir aller vers l'autonomie, c'est le chemin qui y mène et les obstacles qui peuvent se poser sur ce chemin-là. Alors, si on regarde, on va vers les personnes accompagnatrices, puis ce qu'ils nous ont raconté. Donc, globalement, tout le monde va en parler de ce cheminement vers l'autonomie. On est un petit peu moins sur l'idée que l'autonomie, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Vous êtes autonome, prenez vos décisions, et puis, bon, ça arrive comme ça. C'est plutôt une sorte de cheminement vers l'autonomie. Et on va souligner différentes choses. Par exemple, qu'est-ce que la différence entre ce que les intervenants voient comme étant un bon cheminement, des bonnes décisions, et qu'est-ce que les personnes voient comme étant des bonnes décisions. Ça, c'est quelque chose qui ressort. L'idée qu'il faut comme revenir à la personne, mettre la personne au centre, oui, d'accord, ça c'est un terme qu'on utilise souvent, mais revenir à la personne, ce qu'elle veut, elle, et pas ce que nous voulons pour elle, créer des liens, comprendre les contraintes auxquelles les personnes sont exposées dans leur vie, qui fait partie de ce rapprochement avec les personnes. Et puis, reconnaître aussi, bien sûr, force et compétences comme étant une manière de faire, ne pas voir la personne forcément comme un problème, un paquet de problèmes qu'il faut résoudre, mais comme plutôt quelqu'un qui a des compétences. Et finalement, la question de l'autonomie des intervenants eux-mêmes dans l'accompagnement. Ça, c'est comme un dernier thème. Alors, je reprends ces thèmes-là dans l'ordre, ce qui fait sens pour la personne. Il y a des citations intéressantes dans les entrevues. Par exemple, quelqu'un va dire souvent, ce qui représente un changement significatif pour la personne, ce n'est sûrement pas ce que moi j'imagine moi-même. Alors, d'être confronté dans l'accompagnement, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette décision? Moi, je n'aurais pas fait ça. Mais d'accepter que la personne a d'autres façons de voir les choses, avec d'autres expériences, voir le monde tout à fait pas de la même façon et de comprendre cela et de respecter ces façons de faire, c'est un pas assez important donc, pour reconnaître l'autonomie auprès de populations qu'on ne reconnaît pas souvent, cette autonomie-là. Une autre personne qui va dire, souvent ils prennent des choix qui nous questionnent beaucoup, il pas de choix délibérés, choix par exemple de vivre avec certaines personnes, de vivre en colocation avec quelqu'un, de rester dans une maison de chambre, choix de retourner à la rue pendant un certain temps, parce qu'il a envie de sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec des choix comme ça? Alors, elle dit, mais il faut respecter ces choix-là. Donc, on ne peut pas tout simplement dire, c'est pas ton choix. Si ça vient de la personne, si ça a du sens pour la personne, donc il faut être patient, il faut attendre, en fait, il faut attendre que la personne soit prête à être accompagnée, c'est le terme qui est utilisé, et qu'elle puisse répondre à ses besoins elle-même. Alors là aussi, c'est un grand pas pour un système qui veut finalement répondre aux besoins des personnes pour elles, et de dire, mais non, c'est peut-être qu'il peut répondre à ses besoins, mais il faut laisser la personne définir. Un autre exemple de cette espèce de rupture, de cette espèce d'écart entre ce que les intervenants voient et ce que les patients voient, c'est un cas d'une femme qui ne voulait pas rester à l'hôpital, même si elle avait besoin de soins, parce qu'elle avait peur, peut-être pas de ce qu'elle aurait déjà, par rapport à ce qu'elle a déjà vu, vécu au milieu hospitalier, pas des médecins, pas des soignants. Et puis elle avait envie de retourner dans sa
sa résidence, je crois, dans une maison de chambre, retourner dans sa chambre, parce qu'elle avait peur que quelqu'un voulait être avec ses trucs, avec ses affaires, autour d'elle. Elle avait un copain qui restait pas loin, qui pouvait compter sur elle. Donc, elle se sentait plus en sécurité chez elle, dans un environnement perçu par les intervenants comme étant dangereux, que dans l'hôpital, que la plupart des gens voient comme étant la sécurité maximale. Alors, l'intervenant dit, mais ça, c'est un bel exemple de cette espèce de regard sur le monde qui est différent. Et puis, ça ramène à cette question aussi de la liberté de choix. Jusqu'à quel point, les enfants parlent dans les entrevues, jusqu'à quel point on demande aux gens de choisir. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont cette liberté de choisir? Est-ce qu'ils sont dans des situations où ils peuvent choisir? Ça, il faut aussi tenir compte de cela. Donc, un intervenant va nous dire, il faut sortir de notre tête à nous. Moi, j'aime bien cette expression. Il faut sortir de notre tête à nous pour comprendre ce qui passe dans leur tête à eux. Donc, c'est assez voir les choses autrement. Et ça pourrait vouloir dire, en s'approchant d'eux, voir ce qui ne fonctionne pas dans le quotidien. Par exemple, quelqu'un qui, dans les faits, on constate que ce qui ne marche pas, c'est que les loyers sont toujours en retard. Alors, on pourrait dire, on va donner un coup de main pour que vous payiez vos loyers à l'heure. Donc, ce n'est pas juste les personnes d'assurance qui ont ce problème-là. Et puis, un autre cas d'un manque de liberté, c'est quelqu'un qui est effectivement entouré, qui est endetté, qui est entouré de relations très problématiques, qui doit de l'argent et ça limite beaucoup ses choix, qui sont déjà limités, mais ça limite encore les choix. Alors, il faut tenir compte de ces situations pour penser l'accompagnement. On ne peut pas juste projeter sur la personne en capacité une nuit de commencer à prendre des choix, faire des choix, etc. Comme ça. Donc, un autre exemple, c'est l'épuisement des personnes. Et puis, ça, c'est pas dans les entrevues, mais notre collègue Nancy nous a parlé de ça, qui est une infirmière en itinérance, qui a beaucoup vu ça, c'est que le manque de sommeil que les gens peuvent vivre en situation d'itinérance sur le long terme, ça a un effet aussi, un manque chronique de sommeil, ça a un effet sur les personnes en termes d'épuisement, quand ils vont sortir d'une situation d'itinérance. Et puis, un intervenant qu'on a rencontré a dit que pour les personnes qui sont en situation d'itinérance, et je le cite, hein, ils ne sont pas vraiment dans un processus d'autonomisation quand ils arrivent chez nous. C'est comme ça que c'est dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de préalables qu'il faut faire. Donc, il faut trouver des cartes d'assurance maladie, il faut faire le lien avec l'aide sociale, par exemple, pour qu'ils soient inscrits à l'aide sociale. Ça, c'est avant de commencer à penser en marche vers l'autonomie. Elle va dire, par exemple, au début, il faut faire pour, et puis tranquillement, on va faire avec. Elle ne dit pas, donc elle aurait pu dire, mais éventuellement, ils vont faire sans nous. En tout cas, pour le moment, c'est de faire pour, le faire avec. Bon, au centre de tout ça, pour les personnes accompagnatrices, donc il y a bien sûr la question de créer le lien avec les personnes. On ne peut pas juste débarquer dans la vie de quelqu'un pour les accompagner. Donc, il y a tout un processus de création de liens. Et oui, respecter, là je cite quelqu'un, oui, respecter la décision, mais les aider, puis là je cite, à prendre les décisions les plus éclairées possibles. Alors, c'est toujours cette position, finalement, de soutenir, de ne pas trop s'imposer. C'est leur décision, mais quand même, donc, il y a une balance à faire entre les pour et les contre. Et puis, aider la personne à évaluer, si tu veux, la prise de décision. Donc, aider la personne, en fait, à assumer son autonome, peut-être de devenir plus connaissant de sa propre problématique, c'est le terme utilisé, de meilleure connaissance de soi. Ça fait partie des choses qui sont dites. Pour terminer sur les personnes accompagnatrices, donc on va aussi bien sûr parler des compétences et des habilités pour assumer l'autonomie. Quelqu'un revient sur le cas des centres de jeunesse, justement, puis les jeunes qui sortent des centres de jeunesse, et elle va dire que quand tu passes en centre de jeunesse et tu sors des centres de jeunesse, ta capacité d'autonomie peut être assez limitée. C'est une situation paradoxale parce que tu as vécu une situation assez autoritaire. Tu n'as qu'envie de vivre ton autonomie, d'assumer ta liberté, de sortir des murs. Mais tu n'as pas forcément, si tu n'en as personne, tu as les habilités, les compétences pour assumer cette autonomie-là. Donc, tu es comme dans une situation un peu contradictoire. Et puis, ça veut dire que pour les intervenants qui suivent les jeunes,
ça pose des problèmes. Donc, il y a des défis particuliers pour ces gens-là qui sortent. Ce n'est pas juste sortir d'une institution, c'est des gens qui ont envie de voler de la propre aile, mais on n'a pas vraiment, ils n'ont pas très préparé pour ça. Donc, effectivement, on parle aussi de quelqu'un, de reconnaissance des forces, par exemple, comme un approche important, puis des résultats que ça peut donner. Pour terminer, donc, il me reste juste quelques idées pour terminer. Pour terminer sur les personnes accompagnatrices, on va aussi parler de la créativité nécessaire dans une approche SRA pour pouvoir adapter, inventer ces pratiques et la souplesse que ça exige. Évidemment, ce n'est pas le lot de beaucoup d'intervenants d'avoir cette autonomie-là, soit parce que les ressources ne sont pas présentes, soit parce que le cadre dans lequel on travaille est encadré. Donc, la question de l'autonomie des personnes accompagnatrices, c'est aussi central pour permettre ce cheminement vers l'autonomie des personnes accompagnées. Donc, pour conclure sur les deux groupes, parce que j'arrive à la fin de mon... Pour les personnes accompagnées, donc moi j'ai déjà souligné ça, donc un rapport entre volonté, crainte, quelques questions sur jusqu'à quel point le soutien devient trop. Et puis, on peut penser aussi, pour certains, il y a des profils variés de personnes. C'est peut-être un soutien dans la longue durée hein, qui est adapté en fonction des problèmes que les personnes vivent. On peut penser que, en termes d'âge, en termes de santé physique, santé mentale, peut-être c'est dans la longue durée. Dans d'autres cas, peut-être c'est à court terme. Pour les personnes accompagnatrices, oui, on fait un certain nombre de mises en garde. Donc, on souligne qu'il y a des populations qui arrivent, qui ont des difficultés, il y a du bagage, donc il faut comme travailler à développer leur autonomie avec eux. Donc, on n'est pas vraiment dans une optique généralement d'une sorte, comme je disais tout à l'heure, de voilà, vous êtes autonome, prenez vos décisions, partez donc, et puis ça va bien aller. Donc, on est plus dans une logique d'accompagner. En même temps, il y a cette idée-là qu'il faut être en rupture avec nos pratiques habituelles. Il faut sortir de notre tête. Il faut apprendre à voir le monde autrement. On peut penser que beaucoup d'organismes, beaucoup d'intervenants ont toujours pratiqué comme ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est que le système lui-même prévoit ça maintenant. C'est le système lui-même invite les gens à aller dans ce sens-là, ou même oblige de cette manière les gens à aller dans ce sens-là. Donc, c'est pas comme si on invente de toutes pièces une approche où la personne est soudainement au centre et autonomie. Je pense que les meilleures pratiques, il y a toujours eu cette volonté-là. Mais est-ce que ça a été soutenu? Est-ce que ça a été reconnu? Est-ce que ça a été permis? Est-ce que ça a été... bon. La question qu'on peut finir par poser à la fin, donc, est-ce que dans cette approche-là qui vise l'autonomie, c'est notre vieux monde qui continue à se mettre en place, on se donne une bonne conscience, en pensant qu'on va vers l'autonomie, ou est-ce qu'il y a un réel changement? Si c'est le cas, mais c'est une rupture radicale par rapport à ce que vivent ces populations normalement. Comme j'avais dit au début, ça fait partie de la réalité des rapports dans lesquels ces populations sont inscrites. Et si on est femme itinérante avec des problèmes de santé mentale, donc on vit trois types de mise en minorité, donc assez présents. Ça fait partie de la réalité de ces populations. C'est clair qu'on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Et c'est clair que si on arrive effectivement à avoir un impact qui va dans ce sens-là, mais c'est majeur, parce qu'on est en train de remettre en question un trait fondamental des inégalités sociales dans le quotidien. On ne change pas le monde comme ça, mais dans les pratiques quotidiennes. Et moi, je dirais qu'à ce moment-là, un cheminement vers l'autonomie, avec tous ces obstacles qui sont prêts, peut devenir un cheminement vers l'émancipation. L'émancipation, dans le cas où vous n'avez pas entendu, l'émancipation, qui est vraiment sortir d'une condition de minoritaire. C'est un terme historique à travers les siècles qui a toujours voulu ça. L'émancipation, c'est de sortir quelqu'un qui sort d'une situation de minoritaire. Merci, Christopher. C'était vraiment intéressant. J'aimerais savoir si on a peut-être des questions. On peut vous laisser un petit temps. Pour l'instant, on n'en a pas. Ça peut être... Pardon, je suis un peu enrhumée, donc vous allez devoir vivre avec ma voix enrouée.
Par contre, ça peut être des questions, ça peut être aussi des réflexions sur l'écho que ça prend dans vos pratiques comme intervenant. Christopher a abordé des éléments quand même fondamentaux. Est-ce que ça fait écho dans vos pratiques ou est-ce que ce sont des défis qui sont constatés? Donc, ça peut être des questions, mais aussi des réflexions ou des commentaires. J'ai une question. Donc, de Julie. Merci, Julie. Donc, elle nous demande, quelles sont les pistes à explorer avec des personnes qui se trouvent dans le logement, mais qui font face à des problématiques en lien à la volition, motivation et qui sont ancrées dans un mode de vie d'itinérance? Elle dit, nous savons que ces personnes ont les capacités pour effectuer leur AVQ, AVD. Si je me rappelle bien, AVQ, c'est... Activité de la vie quotidienne. Et AVD, activité de la vie domestique, donc les tâches ménagères, par exemple. Et elles ne semblent pas manquer de confiance, mais elles ont beaucoup de difficultés à se mettre en action. Donc, je ne sais pas si je relise. Non, ça va. Mais moi, peut-être après, tu pourrais te lancer. Oui, je me lance. Mais moi, je pense qu'un des éléments qui sort des recherches qu'on a faites, et qui ressort aussi du colloque national en itinérance que dont Laurence a parlé tout à l'heure, c'est de prendre le temps avec la personne, d'avoir la possibilité de prendre le temps avec la personne au début pour bien comprendre son histoire. D'où elle vient. Et puis ça, évidemment, pour arriver là, ça prend un lien de confiance. Ça ne se fait pas non plus comme ça avant que la personne raconte. Parfois, nous, comme chercheurs, quand on fait des entrevues avec des personnes, vu qu'on n'est pas des professionnels de la santé, vu qu'on n'est pas des agents d'aide sociale, vu qu'on n'est pas des locataires de logement, des gens qui vivent de logement, on est là juste pour connaître. Puis parfois, on a l'impression qui nous donne beaucoup de matériel, dans le fait qui ne donnait peut-être pas toujours. Mais toujours est-il que je crois que l'enjeu de bien connaître l'histoire de la personne, par exemple, dans le colloque national, je ne veux pas voler les thèmes de Laurence, mais il y a quelqu'un qui dit, pour une jeune, ce n'est pas évident, une jeune qui débarque comme ça, qui est en situation d'itinérance, ce n'est pas évident d'établir le lien, quelqu'un qui est très méfiant. Alors, il y a un intervenant du colloque qui a dit, moi, je procède par le jeu. Je n'essaie pas de lui poser des questions, mais on a différentes sortes de jeux, de société, tout ça, puis une soirée, puis on commence à jouer ensemble, et tout ça. Puis graduellement, il commence à livrer un peu son... Mais je dirais que ce point de départ, c'est de connaître l'histoire de la personne. Laurence? Oui, ben j'embarquerai un peu là-dessus en disant merci pour la question, d'abord, qui a certainement un écho pour plusieurs. Comme Christopher le disait, c'est revenir à l'histoire de la personne, puis je le ramènerais de façon assez tangible dans le premier webinaire thématique qu'on a fait autour du sens du logement, de l'arrivée en logement, de ce que ça peut représenter pour les gens, puis on a beaucoup parlé de la question de sécurité, de sentiment de sécurité retrouvé, sentiment de sécurité qui peut être fragile aussi, qui peut être compromis par différentes choses auxquelles on ne pense pas. Donc, les traumas antérieurs que la personne peut avoir vécu en logement, ce que ça signifie d'être en logement. Donc, on sait que dans les entrevues qu'on a faites avec les personnes, il y a un homme qui a parlé d'avoir son pack-sac toujours prêt pendant 3 mois dans les premiers temps de son arrivée en logement, puis tranquillement, à force d'être dans le logement, ce sentiment de sécurité revenait, puis il y avait peut-être un désir de s'y inscrire. Donc, je pense que c'est aussi de revenir à notre question de motivation, de volition, et de dire, mais d'explorer davantage même la notion de motivation et de dire comment on comprend cette notion de motivation. Est-ce que c'est le besoin d'un temps de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité? Est-ce qu'il y a besoin d'un temps pour s'approprier le logement, pour y retrouver sa propre sécurité? Donc, je pense que ça, c'est des thèmes intéressants à aborder, puis qui reviennent un peu à ce que Christopher disait sur l'importance d'explorer le passé aussi de la personne, puis de voir quelles ont été ses expériences en logement, puis peut-être de façon très concrète d'explorer même ce que ça peut vouloir dire les AVD et AVQ dans l'histoire résidentielle de la personne, ce que ça a voulu dire avant en situation d'itinérance et dans des logements précédents, si c'est le cas. Donc, ce serait peut-être une première réflexion. Il y a peut-être des points aussi qui vont être abordés dans ma présentation, qui vont répondre à la question. S'il y a d'autres intervenants qui veulent
contribuer, c'est possible de le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant. Pour l'instant, non. Peut-être enchaîner, puis de toute façon, s'il y en a, on peut y répondre après. Absolument. Donc, moi, l'idée, mon rôle, c'était de ramener ces résultats fort intéressants que Christopher a présentés pour en discuter de façon plus large dans la littérature scientifique, mais aussi les expériences d'intervention qui ont été amenées lors du colloque national en itinérance. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le colloque qui a eu lieu en 2017, qui réunissait beaucoup d'intervenants des équipes de suivi, des équipes institutionnelles, communautaires, différents organismes, et du projet Chez Soi auquel on a tous les deux participé, où il y a eu beaucoup d'expériences de participants qui ont été mises de l'avant. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, ce que les participants nous disent dans le projet SRR, ça a déjà été évoqué. Donc, en particulier, je pense aux analyses qualitatives que M. McCall a fait lors du projet Chez Soi, où on se rend bien compte qu'une fois logé, la capacité de prendre ses propres décisions sur l'ensemble des sphères de la vie, donc la possibilité d'écouter l'émission de télé qu'on veut, de se lever, de se coucher, de prendre ses repas à une heure qu'on désire, toutes ces routines-là, de s'engager dans les routines de la façon qu'on veut et qui n'est pas prescrite par l'environnement, c'est vraiment vécu comme positif dans le bien-être des personnes. Donc, un premier point fort, je dirais. En contrepartie, pour les participants lors des entrevues de 48 mois post-entrée dans le projet, donc 4 ans après le début du projet, un certain nombre de participants, ça m'a frappé dans les analyses, se retrouvaient dans des services résidentiels supervisés, un ensemble résidentiel avec des services, souvent à cause d'une condition de santé importante, d'une incapacité physique. Et là, leur bien-être se retrouvait entravé dans leurs mots par les règles, puis par l'absence d'autonomie décisionnelle finalement dans cet environnement-là. Au point que, par exemple, des participants disent pas pouvoir recevoir des visiteurs, pas avoir l'équipement minimal nécessaire pour se faire un café, pas décider de très peu de choses dans leur vie. Et on donne l'exemple dans ces entrevues-là d'une participante qui a eu accès à une résidence supervisée par le projet Chez Soi en raison d'une incapacité physique importante et qui, après un certain temps, en raison de ce manque de capacité d'autonomie décisionnelle, décide de quitter la résidence avec des conséquences quand même assez négatives pour elle à long terme. Donc, une réflexion qui revient souvent, puis je vais y revenir quand on va parler de cette notion d'autodétermination dans des milieux de vie plus collectifs. On a aussi d'autres études liées au projet Chez Soi. Donc, entre autres, il y a des études qualitatives à Moncton, qui est une plus petite ville, un plus petit centre, qui ont été menées puis qui montraient à quel point le fait de pouvoir choisir son propre logement, mais surtout son propre quartier de résidence, avait un impact très positif sur les participants. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier qui est ressorti, en particulier dans une plus petite ville où les gens peuvent se connaître davantage. Et c'est très important pour eux d'aller vers le quartier qui leur convient. C'est aussi quelque chose qui a été mentionné lors du colloque national par l'équipe de Clés en main à Québec, où on mentionne vouloir permettre aux participants de retrouver un logement qui leur convient, mais dans leur municipalité. Donc, ça peut être en dehors du centre, puis pas nécessairement à proximité des ressources. C'est un choix qui n'a pas été évoqué tant que ça, je dirais, dans notre projet avec les informateurs clés ou lors de la coformation, mais qui a beaucoup de sens pour les participants. Donc, entre choisir un quartier près des ressources ou près d'un réseau naturel aidant, mais aussi un quartier qui peut être éloigné des milieux de consommation ou des milieux que la personne lui considère comme nuisibles pour elle, ça peut être une décision qui est très importante. Ça n'a pas été beaucoup développé dans le projet. Donc, quelles sont les pratiques? Ça mérite que la personne qui accompagne s'assoie puis discute des avantages et inconvénients des différents quartiers. C'est une décision qui pèse lourd dans la balance. Ça m'amène à parler, oui, de l'expérience des gens, mais au-delà de ça, des pratiques qui ont été évoquées dans la littérature pour soutenir l'autonomie décisionnelle. Bon, comme Christopher l'a mentionné dans Chez Soi, je pense qu'il était une transformation assez radicale. C'est tout ce principe d'autodétermination et comment il était actualisé. Donc, toute l'idée qui revenait sans cesse dans les intervenants de ne pas prendre de décision à la place des gens, ne pas juger les décisions,
prendre la personne devant nous comme un être humain à part entière et reconnaître son savoir expérientiel, reconnaître sa capacité à prendre ses décisions. Ce qui n'est pas toujours facile, puis ce qui a été quand même un défi, je pense, pour les intervenants. Entre autres parce que ce n'était pas nécessairement une pratique qui était usuelle pour eux. De la même façon, on a parlé de l'approche par les forces qui est documentée. Ici, je fais vraiment un survol de ce qui se dit dans la littérature autour du projet chez soi puis du colloque, mais aussi de façon plus large. Donc, l'approche par les forces qui a été mentionnée, on met l'accent sur les capacités des personnes à reconnaître ses propres désirs et aspirations. Puis, au fil du temps, en fait, on l'amène peut-être à avoir une meilleure connaissance de soi. J'en parlerai plus tard. Toute la littérature aussi sur la reprise du pouvoir. Puis là, on sort de seulement la sphère du logement, mais ça a été discuté aussi dans les écrits sur le soutien, l'accompagnement judiciaire, l'accompagnement social, puis même la prise de décision médicale. Donc, toute l'idée de reprise de pouvoir, empowerment, où on parle de la participation de la personne à la prise de toutes les décisions qui la concernent. Puis ça, on sait, c'est aussi assez fondamental comme changement. De façon assez tangible, là, il y a quand même une littérature qui parle d'offrir l'information la plus complète à la personne sur les différentes options possibles, des différentes approches de traitement ou de non-traitement, des différentes approches d'intervention ou de non-intervention. Je pense d'ailleurs à la clinique Droit Devant à Montréal qui offre des services d'accompagnement social dans les milieux judiciaires, mais pour qui c'est très important de toujours dire, ben, tu as le choix aussi de rester comme ça. Tu as le choix de ne rien faire et voici les avantages et les inconvénients de ne rien faire ou d'avoir différentes options sans que l'agenda, je dirais, de l'intervenant ou du thérapeute soit mis de l'avant. Donc, c'est quand même assez difficile à faire, mais c'est une pratique qui est plus proche du sens fondamental, je pense, de l'autodétermination. Et évidemment, dans l'idée d'utiliser cette offre d'information, d'avoir l'éventail d'options, mais c'est, je pense, d'adapter aussi aux particularités des personnes. Donc, on peut utiliser des approches visuelles, des approches graphiques qui peuvent être intéressantes et qui peuvent soutenir la prise de décision. Donc, peut-être un autre ensemble d'études qui parle de cette aide à la prise de décision, et là, on l'a dans différents secteurs d'intervention. Un autre champ d'études, je dirais, ça a été beaucoup autour de tout ce qui est de l'ordre des mesures de protection, en fait. Et là où ça peut se poser clairement, on peut se poser la question de valeur d'autodétermination, d'autonomie décisionnelle versus la protection des personnes dont la santé ou la sécurité pourrait être compromise. Puis ça, il y a un certain nombre d'études, entre autres sur les équipes de soutien de soutien intensif dans le milieu qui ont été établies depuis plusieurs décennies maintenant au Québec. Une étude, entre autres, en 2016 sur les processus éthiques, donc les processus de réflexion éthique des intervenants. Puis des pistes quand même intéressantes autour des pratiques, donc l'idée d'un dialogue avec la personne autour des attentes mutuelles, autour des valeurs mutuelles, puis autour aussi de façon très spécifique ce que la personne souhaite en termes d'intervention dans sa vie. Donc, vraiment, quels sont les domaines pour lesquels une assistance est considérée nécessaire comme la personne et quels sont les domaines pour lesquels la personne ne souhaite pas recevoir d'assistance. Je pense que ça nous amène un peu à ce que tu discutais, Christopher, de l'idée de sortir de sa tête, de qu'est-ce qu'une bonne décision, mais c'est vraiment d'ouvrir un espace de réflexivité pour les intervenants ou de dire, ben, non seulement, oui, la personne que j'accompagne peut clarifier ses valeurs, ses attentes, qu'est-ce qu'elle veut prendre comme décision, mais aussi, moi, comme intervenant, quelles sont les normes, les valeurs, ce que je considère comme une bonne décision. En fait, c'est toute cette réflexion-là, cet espace de réflexion autour de ce que peut être une bonne décision. Voilà, donc ça, c'est tout un autre champ d'études. Je finirais par une lecture peut-être un peu plus critique de ces études-là, c'est que beaucoup ont été faites dans le contexte d'un accompagnement, d'un suivi individualisé, donc 1 à 1, comme on l'a vu dans l'approche SRA, entre autres. Moins décrit, puis en particulier dans le contexte du colloque national, peu de pratiques qui ont été évoquées
pour le soutien à l'autodétermination dans un contexte collectif, dans des ressources, des milieux de vie collectifs, par exemple, ou d'autres types d'interventions plus collectives. Comment soutenir l'autodétermination dans ces contextes-là? Une exception importante, c'est toute la littérature et les exemples de pratiques sur le par et pour. Dans le collège, ça a surtout été évoqué par les membres des communautés autochtones qui ont parlé des pratiques de par et pour, justement, comme un renversement des pratiques coloniales que tu as abordées. Et on sait, ça a été assez peu documenté dans le colloque, mais on sait que ces pratiques de par et pour-là sont aussi mises en œuvre de différentes façons dans différentes régions avec d'autres populations comme les jeunes, les parents monoparentaux, les personnes avec des problèmes de santé mentale. On en sait peu sur l'implantation, en fait, de ces pratiques par et pour dans différentes régions, puis à quelle hauteur ces pratiques-là, finalement, sont disponibles pour les personnes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement disponibles à tous. Puis ça pose la question, puis je vous amènerai à la question de comment est-ce que c'est possible, finalement, de penser l'autonomie décisionnelle dans des milieux de vie collectifs ou dans des interventions plus collectives. Comment est-ce qu'on peut vraiment actualiser le principe d'autodétermination lorsque la personne vit dans un environnement où il y a pas mal de contraintes, où finalement ses activités quotidiennes ou ses routines sont régulées. Donc, c'est un peu la question que je vous pose. Je pense que c'est une réflexion qui est importante pour les services existants. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou s'il y a des gens qui veulent... Moi, je dis parce que ce dernier aspect que tu as abordé, ça soulève la question que l'autonomie individuelle qui est produite collectivement. Ce n'est pas produit individuellement. C'est une collectivité sociale qui garantit un peu l'autonomie de ses citoyens, puis on y participe collectivement. Donc, on pourrait dire que dans ce rapport individu à individu, il y a quelque chose un peu compliqué. C'est que personne accompagnatrice individuellement qui va aider à la personne de devenir autonome, c'est important, ça peut aider. Mais on passe peut-être un peu à côté de cet aspect plus collectif, qui est aussi présent au colloque national. Les intervenants disent qu'il faut vraiment, entre nous, qu'on se concerte et puis qu'on arrive à aider les gens collectivement, plutôt qu'être pris tout ça dans son coin à les aider. Et un exemple me revient toujours en tête, et peut-être j'ai déjà parlé de cet exemple-là dans le webinaire, mais c'est des personnes avec une déficience intellectuelle qui sont en itinérance. Mais je trouve que c'est un exemple qui vaut la peine de ramener parce que, donc, on est ici au SUS à Montréal, donc on a un intervenant qui a développé une pratique assez extraordinaire autour des cuisines collectives, l'accompagnement, en tout cas dans la vie quotidienne, entre autres autour d'une cuisine collective et qui suit une soixantaine de personnes qui ont une expérience d'itinérance et qui sont identifiées comme ayant une déficience intellectuelle. Et là, on voit bien, ça existe depuis plusieurs années et c'est une réussite assez extraordinaire, je dirais, en termes d'autonomisation collective d'une population qui a, on pourrait dire, certaines limites en termes justement d'autonomie, mais qui fait des pas de géant assez importants. Puis au cœur de ça, il y a aussi la dimension collective. C'est des pères qui, entre eux, se comprennent bien, qui créent des liens, qui cuisinent ensemble, qui deviennent assez autonomes sur le plan de la cuisine, finalement. Mais en même temps, il y a une sorte d'autonomisation collective qui a un impact sur l'autonomie de chaque individu. Et je suis sûr que c'est la même chose pour des organismes de femmes, par exemple, parce que les femmes, régulièrement dans les entrevues, parlent de ça. Je suis dans notre projet aussi. J'aime bien cette place-là. C'est juste des femmes. On est tous égales, finalement. C'est des femmes comme moi. Et puis, tout d'un coup, on sent l'importance du collectif, de l'autonomie collective. Et puis, on pourrait même aller que c'est un peu la condition de l'autonomie individuelle, le côté collectif. Et que si on n'arrive pas à bien le penser, on risque possiblement de tourner en rond. D'autres... On n'a pas de questions pour l'instant. D'autres points de la présentation. Mais je trouve que c'est une rencontre. Peut-être on peut sortir de notre script un peu pour dire que c'est une rencontre comment intéressante entre
deux disciplines, parce qu'on a ici sociologie, nous deux, ergothérapie avec Laurence, et puis l'autonomie en tant pour les sociologues qui travaillent sur les inégalités sociales dans une perspective historique et critique, l'autonomie est centrale, l'autonomie citoyenne. Dans l'ergothérapie, l'autonomie est quand même centrale aussi. Et puis, souvent, je sais qu'il y a une critique, un de nos collègues qui a fait une critique, souvent on parle d'autonomie comme l'autonomie fonctionnelle. Je suis capable de faire mes activités, de me laver, etc. Mais c'est moi l'autonomie décisionnelle. Je ne sais pas si ce débat-là en ergothérapie, c'est présent. Oui, c'est présent. Puis je pense qu'on peut ramener ça même à toutes les professions de la santé. Puis je pense que c'est intéressant justement d'avoir ce regard historique où on a différents concepts autour de l'autonomie, distinction entre l'autonomie et l'indépendance, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? Est-ce que je suis indépendante dans l'ensemble de mes activités quotidiennes? Est-ce que je serais indépendante dans la réalisation de ce webinaire? Pas du tout. Donc, toute la question d'interdépendance aussi et qui se pose à l'indépendance. Mais quand on parle d'autonomie, oui, il y a cette notion d'autonomie décisionnelle, en fait, même si on a des difficultés personnelles ou des incapacités, on peut s'engager dans des activités avec les supports nécessaires. Puis là, ça nous amène aussi à dire, je dirais, ce sera un peu ma conclusion de, si on parle d'autonomie décisionnelle, ou fonctionnelle, en fait, c'est quelle est la quantité de soutien qui peuvent être mis en place. On peut penser à des personnes qui vivent des incapacités fonctionnelles importantes, qui ont des limites fonctionnelles importantes, mais qui sont complètement autonomes dans la prise de leurs décisions parce que au niveau soit technologique, au niveau des soutiens à la communication, on a mis en place des pratiques, des soutiens intéressants. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a réfléchi pour des populations minoritaires dont tu parlais. Donc, il y a toute la question aussi de droits des personnes en situation de handicap, mais aussi droits de différentes populations minoritaires. Puis ça pourrait être intéressant de s'inspirer de ce qui a été fait plus en termes d'incapacité physique, de technologique, puis de regarder comment est-ce que ça s'appliquerait finalement pour des gens qui ont historiquement peu d'autonomie décisionnelle en raison de leur statut, plus qu'en raison d'une incapacité physique. Oui, on a une petite question, en fait, d'Alexis, qui s'intéresse à la question, justement, de l'autonomie collective comme condition d'exercice de l'autonomie individuelle. Elle demande quel lien à faire avec le soutien que certaines personnes reçoivent de leur famille en lien avec cette question-là de... Mais c'est là que la question de la famille n'a pas été très abordée, parce que dans le projet chez soi, c'est complètement central. Donc, moi, j'ai calculé que jusqu'à 70-80% des personnes, groupes expérimentaux et dans les groupes de contrôle, finalement, qui avaient les services réguliers, parlaient de la famille, cette angoisse, cette manque, cette deuil de la famille. Famille, source de problèmes, source de solutions, amour, haine, en tout cas, c'est complexe, mais c'est très, très central. Et puis, on a l'impression parfois que parfois les problèmes qui viennent de la famille, donc il faut comme les pallier par... C'est pas pour rien que les intervenants sont souvent appelés mon frère, mon grand frère, c'est comme ça pour moi. Donc, c'est comme une sorte de remplacement de la famille. Et en même temps, oui, c'est rempli d'ambiguïté, les rapports familiaux. C'est notre première expérience. L'expérience de ces gens-là, c'est pas une expérience d'autonomie. En tout cas, c'est une autonomie relative, variable. Et puis souvent, cette expérience compliquée, pour certains, ça a des conséquences pour le reste de la vie aussi. Et puis, ne serait-ce qu'au niveau de l'abus, parce qu'on pourrait dire que tout ce qui est abus sexuel, c'est un cas flagrant de manque de choix, en fait. Je n'ai pas l'autonomie sur mon propre corps, pour mes propres décisions, je suis vulnérable. Et puis, il y a quand même cette vécu. Mais je trouve que c'est un cas intéressant. Peut-être je terminerai juste en disant que notre projet qu'on avait fait sur l'itinéraire, les personnes qui vendent l'itinéraire à Montréal, c'était curieux dans les entrevues. On a fait des entrevues avec quasiment 90 personnes, je crois, les plus centrales. Et puis, ils parlaient peu de la famille comme telle, contrairement à des gens proches chez soi, mais ils parlaient de l'itinéraire comme une famille.
et qu'il allait sur place pour chercher le journal, le cafétéria, c'était comme la famille. Et c'est intéressant, donc il y avait comme une sorte de lieu qui remplaçait des rapports familiaux. Voulais-tu ajouter un petit quelque chose? Non, moi je pense qu'on va laisser les gens retourner au travail. On est pas mal à la fin. Mais on vous remercie de votre écoute et votre participation. Puis, on vous donne rendez-vous le 21 juin, donc, pour parler du rapport au temps. Si jamais il vous reste des questions ou des questions qui vous venaient en tête, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, juste vous mentionner que vous allez recevoir un courriel de suivi dans lequel il y a un sondage d'appréciation. Vous pouvez également laisser vos questions dans ça, mais évidemment, on est intéressé à entendre vos commentaires aussi. Ah, il y avait une question. Ah! Bon, merci Gabrielle de ton commentaire. Donc, merci, bon après-midi. Merci. Bye bye.